Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque début d'année, nous avons plaisir à vous retrouver pour vous présenter la loi de finances 2024 ainsi que les actualités fiscales. Cette année, une petite nouveauté, ce sera l'ordre de passage des matières. Donc Pascal et Michael commenceront par les prix de transfert. S'en suivra la fiscalité directe présentée par Thibault. Et enfin, la TVA pour la partie, moi-même qui présentera la TVA et les taxes annexes. À l'issue de la présentation, une séance de questions-réponses de 15 minutes sera mise en place. Donc vous pourrez envoyer vos questions via le chat. Je laisse la parole à Pascal et Michael pour la partie prix de transfert. Merci Elvire. Alors, contrairement aux années précédentes, la loi de finances pour 2024 est très importante en matière de prix de transfert. On a les dernières lois de finances qui avaient parlé des prix de transfert remontaient à 2010 et 2018, donc mise en place de l'obligation documentaire et puis mise en œuvre de la conformité à l'action 13 du plan BEPS. Cette année, on a pas seulement beaucoup de jurisprudence qui sont intéressantes, mais on a cette loi de finances avec deux blocs importants. Le premier bloc qui concerne l'obligation de documentation des prix de transfert et le second bloc qui concerne le contrôle fiscal des prix de transfert. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas cette année décidé de présenter des jurisprudences. Pourtant, il y en a eu énormément. Je pense que sur les 2 dernières années, on doit être à plusieurs dizaines de décisions du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel, très intéressantes sur les prix de transfert, avec une évolution qu'on vous présentera au cours de notre discours ce matin. Si on commence par la partie obligation documentaire, le premier élément qu'on veut mettre en avant, c'est la modification de l'article L13A du livre des procédures fiscales. Cet article impose aux contribuables, sous certaines conditions, de tenir à disposition de l'administration une documentation de prix de transfert. C'est une documentation spécifique qui est normée avec un master file et un local file. Et donc, cette documentation, elle doit être disponible dès le premier jour du contrôle. Et si elle n'est pas disponible dès le premier jour du contrôle, l'inspecteur peut vous mettre en demeure de notifier, de communiquer cette documentation dans les 30 jours. 30 jours pour faire une documentation, c'est extrêmement court en général. Les documentations, elles nous prennent entre 2 et 4 mois entre le début de la mission et la fin de la mission. Aujourd'hui, la documentation, elle est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou l'actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou bien si elles détiennent ou sont détenues par des entités, directement ou indirectement, qui excèdent ces seuils, ou bien lorsqu'elles sont membres d'une intégration fiscale dont une des entreprises excède les seuils. Le seuil va être abaissé à 150 millions d'euros, dans l'objectif d'élargir le nombre de contribuables soumis à cette transparence obligatoire vis-à-vis de l'administration fiscale. Et ce nouveau seuil, il est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Donc on est avec une mesure qui va toucher notamment les ETI, les moyennes entreprises qui ont une ou plusieurs filiales seulement et qui n'ont pas forcément les moyens de faire face, comme les grands groupes, à ces obligations documentaires. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement important, et ce d'autant plus que les pénalités pour la non-mise en œuvre ou la non-conformité de cette documentation vont augmenter. Effectivement, cet élargissement du champ d'application de l'obligation documentaire s'accompagne d'un alourdissement des pénalités pour non-présentation de la documentation dans le cadre d'un contrôle fiscal ou pour la présentation d'une documentation incomplète. L'article 1735 ter du CGI est modifié avec un niveau de plancher d'amende fixé à 50 000 euros. Alors qu'il était fixé à 10 000 euros auparavant. Il convient de noter que l'amende, la pénalité documentaire
afférentes aux documentations visées par l'article L13B du livre des procédures fiscales n'est, lui, en revanche, pas modifié. Donc ça concerne que les entités qui rentrent dans le nouveau champ d'application de l'article L13AA du livre des procédures fiscales. Cette mesure est a priori applicable aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024, en l'absence de précision donnée par les textes. On peut s'arrêter un instant sur la procédure applicable dans le cadre de ces pénalités. Pascal l'a évoqué à l'instant. Au premier jour du contrôle fiscal, vous êtes censé mettre à la disposition de l'inspecteur cette documentation des prix de transfert, donc avec un volet master file, local file. Aujourd'hui, dans le cadre du premier rendez-vous de contrôle fiscal, bien souvent, il vous est demandé de produire cette documentation. Ça fait partie des éléments classiques qui sont demandés dans le premier questionnaire envoyé par l'inspecteur des finances publiques. Si vous ne communiquez pas au premier jour du contrôle fiscal cette documentation, l'inspecteur va émettre une mise en demeure, soit de la produire ou soit de la compléter, dans l'hypothèse où vous auriez transmis un premier jet incomplet. Comme le disait Pascal, 30 jours, c'est une gageure pour pouvoir produire une documentation avec ces deux volets, master file, local file, surtout lorsqu'on doit documenter une filiale particulièrement complexe qui est partie à de nombreux flux intragroupes transfrontaliers. On voit aujourd'hui que la tolérance qui pouvait exister auparavant n'existe plus, c'est-à-dire que les inspecteurs des finances publiques sont plus agressifs aujourd'hui sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'auparavant on pouvait, entre guillemets, un petit peu jouer la montre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est moins bien accepté par les inspecteurs et ils n'hésitent plus à émettre cette mise en demeure. Lorsqu'ils émettent cette mise en demeure, dans l'hypothèse où vous transmettez une documentation incomplète, l'administration a l'obligation de préciser les sections ou les éléments manquants dans cette documentation. Ce qui vous permet ensuite de pouvoir ajuster le tir assez rapidement. Mais encore une fois, 30 jours pour pouvoir compléter ou produire une documentation, c'est très très compliqué. Il convient également de noter, point très important, que ces pénalités documentaires sont autonomes. C'est-à-dire que quand bien même le fond de votre politique de prix de transfert ne serait pas débattu, si vous ne transmettez pas dans les 30 jours suivant la mise en demeure cette documentation, alors cette pénalité sera applicable. Encore une fois, quand bien même vos prix de transfert seraient fixés conformément au principe de pleine concurrence. On n'est pas sur des pénalités théoriques. Comme vous pouvez le voir, on a mis en exergue une décision jurisprudentielle qui fait état de l'application de ces pénalités. Donc aujourd'hui, voilà, on est face à des inspecteurs qui sont plus agressifs dans leur approche et on ne peut que vous conseiller de préparer vos documentations en amont, compte tenu du fait que ces 30 jours sont bien souvent insuffisants pour pouvoir réaliser une documentation de qualité. Sur la documentation, sachez que là, on vous a parlé des règles applicables en France. On n'est pas forcément sur une harmonisation de l'ensemble des règles dans tous les pays. Et donc, avoir une documentation réalisée par le groupe à l'étranger ou avoir une documentation étrangère ne suffit pas à remplir les obligations qui vous incombent. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Second point, la langue de la documentation. En principe, les inspecteurs des impôts font des efforts aujourd'hui pour accepter des documentations en anglais. Il n'empêche que dans un certain nombre de cas qu'on a pu rencontrer ces derniers temps, les inspecteurs ont demandé des traductions en français de la documentation. Une documentation, quand ça fait une centaine de pages, avec des termes assez techniques, c'est toujours très important d'avoir anticipé, encore une fois, l'éventualité de la traduction, voire même de traduire ou de préparer la documentation en français dès le départ. Alors, sur la base du contrôle fiscal, aujourd'hui, on est toujours sur la même disposition générale du Code général des impôts. La charge de la preuve incombe à l'administration fiscale. En matière de prix de transfert,
l'administration fiscale doit prouver la dépendance de fait ou de droit, et le caractère anormal de la politique de prix de transfert ou des transactions intragroupes. Et ça existe depuis très longtemps en matière de prix de transfert. L'article 57 du Code général des impôts, qui est le fondement des redressements, des rectifications proposés par l'administration, existe depuis 1933, sans forcément beaucoup de modifications. La loi de finances sur 2024 prévoit une modification de cet article 57 avec un ajout. Et cet ajout est extrêmement important en matière de gestion du contrôle fiscal, gestion de la charge de la preuve. C'est un alinéa qui vise à rendre opposable la documentation aux contribuables. Jusqu'à présent, on a connu plusieurs phases. La première phase, c'était on donnait une documentation, les inspecteurs des impôts la prenaient telle que, et puis ils n'allaient pas forcément regarder dans la comptabilité si elle était vraiment mise en œuvre. Seconde phase, intervention des brigades de vérification des comptabilités informatisées, les BVCI, avec la vérification que la politique présentée, soit dans les contrats, soit dans la documentation, était vraiment mise en œuvre dans la comptabilité. Là, on est avec une présomption de transfert indirect de bénéfices qui est créée lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle qui est prévue dans la documentation. Donc si vous n'implémentez pas, si vous ne mettez pas en œuvre votre politique de prix de transfert, vos méthodes de prix de transfert telles qu'elles résultent de la documentation, l'administration va considérer qu'il y a un transfert de bénéfices à hauteur de l'écart entre l'application des deux méthodes. C'est une présomption simple qui va avoir pour effet de renverser la charge de la preuve. Cela dit, le contribuable pourra combattre cette présomption par tout moyen, soit en communiquant des explications concernant la documentation, soit sur la mise en œuvre dans la comptabilité de la méthode de prix de transfert. Donc, il faudra exactement déterminer le pourquoi des écarts, la justification des écarts entre la politique qui a été documentée et la politique qui est réellement appliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui et depuis 2018, dans la documentation obligatoire prévue par l'article L13A, il y a déjà une obligation de réconciliation des prix de transfert avec les données de la comptabilité sociale. On ne parle pas de la comptabilité reporting, on parle de la comptabilité sociale. Cette disposition-là est jusqu'à présent assez peu utilisée par les inspecteurs des impôts. Il n'y a aucun doute dans mon esprit pour imaginer que dans les mois qui vont suivre, les inspecteurs des impôts vont utiliser à la fois l'extension du champ d'application de la documentation obligatoire, l'augmentation des pénalités. Un minimum de 50 000 € aujourd'hui, c'est quelque chose de très significatif, surtout on parle de 50 000 € par exercice. Et puis, l'opposabilité de la documentation. Et on sait pertinemment que la mise en œuvre des méthodes de prix de transfert pose souvent problème par rapport à la comptabilité reporting ou par rapport à la comptabilité sociale. Donc, élément extrêmement important, et ce d'autant plus que jusqu'à présent, dans les décisions de justice, on gagne souvent devant les tribunaux sur la question de la charge de la preuve et le fait que l'administration fiscale n'a pas prouvé le transfert indirect de bénéfices. Deuxième modification, j'allais dire, de fond sur le régime des prix de transfert, c'est l'intégration dans le droit positif français du concept HTVI, acronyme pour Hard to Value Intangible, qui vient tout droit de l'OCDE. Dans le cadre du projet BEPS, l'OCDE avait défini cette approche. Donc, le premier projet d'appel à commentaires date de juin 2018, donc ça date un peu. Entre-temps, plusieurs juridictions européennes ont intégré dans leur droit positif cette approche. La France arrive un petit peu sur le tard et s'inscrit dans cette mouvance. On est sur une mesure qui peut choquer par son approche, puisqu'elle donne la faculté pour les services de vérification
de se fonder sur des éléments factuels postérieurs à la transaction pour apprécier le caractère de pleine concurrence de la valeur retenue pour le transfert de cet actif incorporel dit difficile à évaluer. Donc en termes d'égalité des armes, on peut se poser quelques questions. Vous le verrez, fort heureusement, le législateur a prévu des garde-fous qui définissent les circonstances dans lesquelles cette approche ne pourra pas être mise en œuvre par l'administration, mais ça reste quand même source d'insécurité juridique. Alors, cette mesure s'accompagne également d'une extension du délai de reprise applicable à ces opérations qui passe de 3 à 6 ans. Ce dispositif sera applicable aux transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024. Donc, pour ce qui est de la définition, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ces actifs incorporels difficiles à évaluer? La définition est subjective et elle est donnée par renvoi avec le dispositif d'Axis que vous connaissez. Donc la définition elle est donnée par l'article 169 AH du Code général des impôts qui a donc transposé cette directive d'Axis. Donc on comprend bien que le contrôle de ces opérations se fera assez facilement puisque l'administration va avoir d'un côté cette déclaration des dispositifs transfrontières agressifs imposés par la directive d'Axis et ensuite elle verra si d'aventure les circonstances permettant d'exclure la mise en œuvre de cette approche sont réunies ou pas. S'agissant de la définition, alors il s'agit des actifs incorporels pour lesquels il n'existe pas, au moment de la transaction, d'éléments de comparaison fiables et dont les projections de revenus futurs ou les hypothèses de valorisation sont considérées comme hautement incertaines. Alors vous l'aurez compris, on est sur une définition qui est subjective, qui donnera probablement lieu à certains contentieux par la suite. Voilà, des hypothèses hautement incertaines, bon, c'est tous les travaux des spécialistes en valorisation. Hein. Lorsqu'on valorise un actif incorporel, on pose des hypothèses et par définition, on n'est jamais certain que ces hypothèses se réalisent dans les faits. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je souhaitais appuyer. S'agissant des garde-fous, donc le législateur en a prévu 4. Donc ils sont décrits aux alinéas 1 à 4 de ce nouvel article, 238 bis 0 inter du CGI. Donc, sur les 2 premiers garde-fous, on est sur quelque chose d'assez classique. Premièrement, la signature d'un accord préalable de prix de transfert bilatéral ou multilatéral entre les juridictions du cessionnaire et du cédant, ce qui veut dire qu'à contrario, un accord préalable sur les prix de transfert unilatéral ne permettra pas de bénéficier de cette, entre guillemets, de cette exemption. Le deuxième garde-fou, c'est la démonstration que l'écart de valorisation entre les données retenues au moment du transfert et les données réelles qui sont intervenues postérieurement au transfert est inférieur à 20%. Donc on retrouve cette fameuse marge de 20%, que Thibault d'ailleurs, je pense, abordera dans un de ses sujets. Donc, on retrouve cet écart-là de 20%. Pour ce qui concerne les 2 autres garde-fous, je pense que l'administration va préciser son interprétation de ces 2 derniers garde-fous dans sa doctrine administrative, ou alors le juge de l'impôt devra également éclaircir un petit peu les circonstances dans lesquelles celles-ci sont applicables, car ce qu'il est dit en substance, c'est que le contribuable pourra se prémunir de cette approche par des diligences documentaires supplémentaires, par exemple documentant de façon détaillée les prévisions utilisées et les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, ou en démontrant que l'écart entre les prévisions et les résultats réels procède d'événements imprévisibles ou d'événements prévisibles, mais dont la probabilité n'a été ni sous-évaluée ni surévaluée. Donc pour ces 2 derniers garde-fous, clairement, ce qui va compter, ça va être le niveau de la documentation, des justifications que vous allez pouvoir préparer en amont. Une fois qu'on a dit ça,
je reviens à mon commentaire initial, hein. On est clairement sur un dispositif qui apporte de l'insécurité juridique, malheureusement pour les contribuables. On ne peut que vous conseiller, si vous décidez in fine de mettre en œuvre une opération de réorganisation avec un transfert d'un actif qui répond à la définition des actifs incorporels difficiles à évaluer, de construire une documentation robuste en amont pour sécuriser les hypothèses qui ont été retenues, ou alors peut-être privilégier également un système de concession par rapport à une cession pure et simple, dans l'hypothèse bien sûr où ces fameuses fonctions d'EMP seraient toujours réalisées par l'entité concédante. Alors juste sur la question des incorporels, sachez qu'il est extrêmement important, comme l'a dit Michael, d'avoir une documentation, une évaluation. On a un cas de figure au cabinet où un contrôle fiscal a été diligenté par la DVNI avec une valorisation qui a été remise en cause, alors même que cette valorisation avait été soutenue par des experts de la valorisation. On a communiqué, le client a communiqué deux experts, deux rapports d'expertise, et l'administration n'en tient pas compte. Donc l'objectif, ça ne sera pas forcément, avec ce type de nouvelles dispositions, de convaincre les inspecteurs des impôts, mais probablement plutôt de convaincre les tribunaux si des redressements sont maintenus sur des transferts d'actifs et de droits incorporels difficiles à évaluer. Cette loi de finances 2024, d'une manière générale, s'inscrit dans une actualité très importante sur le plan des prix de transfert. Vous avez sans doute entendu parler du projet de directive de l'Union européenne qui a vocation à harmoniser le régime applicable au sein des différents États membres. Vous avez également certainement vu passer l'alignement de la législation brésilienne sur les principes OCDE en matière de prix de transfert. Également les discussions en cours dans le cadre du montant B du pilier 1 qui concerne le régime de protection applicable aux activités de marketing et de distribution. Sur lequel les contribuables pourront s'appuyer, hein, puisqu'il est, on s'attend à ce que ce régime de protection soit intégré dans les principes directeurs et soit applicable au-delà du champ d'application du pilier 1 qui est extrêmement réduit et qui vise vraiment les gagnants de la mondialisation. Donc voilà, beaucoup d'actualités. Avec Pascal et notre équipe, on reviendra régulièrement sur ces différents poids via un nouveau format sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Juste en conclusion, sur les prix de transfert, la règle d'or, c'est toujours d'anticiper. Donc anticiper sur la documentation, anticiper sur le contrôle, anticiper en faisant des diagnostics sur la mise en œuvre de votre méthode de prix de transfert dans votre comptabilité. L'un des éléments qu'on anticipe dans les mois et les années à venir, ce sera les difficultés complémentaires avec l'administration fiscale. C'est déjà un sujet chaud du moment, mais avec ces nouveaux outils à la disposition de l'administration, et notamment l'extension du droit de reprise jusqu'à la fin de la 6e année, qui suit l'imposition qui est due, ça va permettre aux inspecteurs des impôts d'aller faire des rectifications, d'aller proposer des rectifications de manière beaucoup plus simple pour eux, et c'est quelque chose, là encore, que vous devez complètement anticiper. On va passer la parole maintenant à Thibaut. Bonjour à tous, merci à tous les deux pour cette présentation prix de transfert. Et effectivement, on va passer à l'actualité fiscale sur la partie fiscalité directe des entreprises. Donc, pour commencer, parlons des sujets du moment et notamment l'industrie verte, donc avec le crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte, appelé également C3IV. Tout d'abord, quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce crédit d'impôt? Donc, il faut que ce soit des entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale. Quels types d'activités sont éligibles? Donc, il s'agit d'une liste d'activités qui sont limitativement énumérées. Il s'agit donc des activités qui contribuent à la production de batteries, panneaux solaires, éoliennes et pompes à chaleur. La liste est exhaustive, il n'y a pas d'autres activités qui
qui peuvent permettre de bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte, en sachant qu'il y a eu des débats parlementaires pour l'élargir à d'autres productions, mais en l'occurrence, cela n'a pas abouti. Donc, les dépenses éligibles, ce sont les investissements qui ne sont pas des investissements de remplacement, mais qui permettent bien un accroissement de la production. Donc, une nouvelle chaîne de production, une nouvelle usine. Et s'il y a un remplacement d'une chaîne, il faut que ce soit une chaîne obsolète, donc qui permet cet accroissement de la production. Donc, les actifs éligibles sont les actifs corporels et incorporels qui sont produits ou acquis auprès de sociétés non liées, donc non liées au sens du 3912 du CGI. Et donc, l'assiette du C3IV, donc ces dépenses, sera bien sûr minorée en cas d'aides publiques qui ont été perçues en parallèle à raison des dépenses qui ouvrent droit donc au crédit d'impôt C3IV. Le calcul du crédit d'impôt se fait par exercice et année au cours desquelles les dépenses sont agréées. C'est-à-dire que vous aurez droit au crédit d'impôt au fur et à mesure de l'engagement des dépenses. Le taux de crédit d'impôt, en revanche, lui, demeurera inchangé pendant toute la durée du plan. C'est-à-dire qu'au moment de l'agrément, si la société qui demande le bénéfice du crédit d'impôt est une PME, mais que ce statut est perdu au cours du plan d'investissement, elle restera éligible et avec les taux qui lui ont été accordés au moment de l'agrément. Le crédit d'impôt a bien sûr un plafonnement qui, par principe, est de 150 millions d'euros par entreprise. Il peut monter à 200 millions en cas d'investissement dans les zones à finalité régionale et jusqu'à 350 millions en région ultra-périphérique. Donc ce crédit d'impôt C3IV, il nécessitera un agrément préalable du ministre chargé du budget avec un avis conforme de l'ADEME. Les conditions pour bénéficier de cet agrément qui est de droit et qui doit être en principe accordé dans le délai de 3 mois sont les suivantes. Donc d'abord, il faut l'éligibilité de l'investissement pendant 5 ans, uniquement 3 ans pour les PME, mais sinon le principe est 5 ans. L'exploitation en conformité avec la législation environnementale, la viabilité économique du plan d'investissement. Donc pour ça, il est précisé que la preuve peut être apportée par tout moyen. Donc des études de marché, une démonstration de l'intérêt du marché, que ce soit des fournisseurs ou potentiellement des clients. Pour l'instant, on n'a pas toutes les précisions sur ce sujet, mais l'administration a d'ores et déjà précisé que c'était une preuve par tout moyen qui pouvait être apportée. Le plan d'investissement donc, doit prévoir la réalisation d'au moins 50% du chiffre d'affaires avec des entreprises exerçant une activité éligible. Et enfin, donc, lié à l'Union européenne, la société qui demande ce crédit d'impôt ne doit pas avoir procédé au cours des 2 exercices précédant la demande à un transfert hors de France d'activités identiques ou similaires, ni procéder à un tel transfert au cours des 5 exercices suivants la mise en service des investissements. Donc cela s'applique aux projets qui seront déposés à compter du 27 septembre 2023, donc la publication du projet de loi de finances, et agréés jusqu'au 31 décembre 2025. Il faut noter que ce crédit d'impôt sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice et pour sa fraction qui excéderait l'impôt sur les sociétés de l'exercice, elle sera immédiatement remboursable au titre de l'exercice en question. Passons ensuite à une actualité qui est présente chaque année, la suppression de la CVAE, donc, qui devait être effective pour cette année, a encore été décalée. La seule chose qui est effectivement supprimée dès 2024, c'est la cotisation minimale. Donc elle concerne uniquement les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 € et qui est donc soumis à la cotisation minimale. Cette cotisation de 63 €, elle, est supprimée. Pour le reste des entreprises, malheureusement, il y a un report à 2027 avec une baisse progressive du taux de la CVAE. Donc en 2024, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, le taux passe à 0,28, en 2025 0,19 et en 2026 à 0,09 avec une suppression en principe en 2027, mais je saurais vous le promettre dans la mesure où chaque année, on a un décalage de cette suppression. Les acomptes, eux, donc 15 juin, 15 septembre, restent dus normalement. La seule chose qui va changer en 2024, c'est donc cette baisse qui sera prise en compte
au niveau du versement des acomptes. En revanche, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, elle va augmenter parallèlement. L'idée est de ne pas baisser les ressources de ces chambres. Et donc le taux, lui, va augmenter là où le taux de CVAE, lui, va baisser au cours des exercices 24, 25, 26. Enfin, comme vous le savez, il y a un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Donc, pour tenir compte de la suppression de la CVAE et donc de la baisse progressive, la réduction du plafonnement sera prise en compte avec un taux qui va baisser et qui sera à 1,625 en 2024 et qui finira à 1,25 donc en 2027 pour ce plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Vient ensuite le plus gros dispositif de cette loi de finances qui est la mise en place donc, de l'imposition minimum mondiale, donc appelée également pilier 2, et donc c'est la transposition de la directive faite par la France. Donc l'objectif c'était d'assurer un niveau minimum d'imposition pour les grands groupes. Donc cela concerne qui? Ça concerne les groupes multinationaux et nationaux dont le chiffre d'affaires consolidé de l'entité mère ultime a atteint 750 millions au cours de 2 des 4 derniers exercices. Donc, quel est le périmètre? Cela comprend en fait les sociétés intégrées pour la consolidation sous la méthode d'intégration globale, mais auquel il faut rajouter, donc pour les comptes consolidés, les sociétés qui sont considérées comme non significatives, mais également les sociétés qui sont destinées à être vendues, et enfin les établissements stables. Donc, le taux effectif d'imposition, il doit être déterminé par juridiction et au titre de chaque exercice. Donc, selon la formule suivante, donc ce sont la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives dans la juridiction. Donc, les impôts, la somme des impôts pour une juridiction donnée de l'ensemble des entités constitutives du groupe consolidé, qui seront divisés par la somme des résultats qualifiés de ces mêmes entités en application des normes comptables utilisées donc, pour l'établissement des comptes consolidés par la société mère. Donc, impôt sur résultat des sociétés, donc par juridiction. Dans le cas où ce TEI GLOB, donc taux effectif d'impôt GLOB, est inférieur à 15%, un impôt complémentaire sera dû. Donc, pour cela, la France a 3 règles pour percevoir cet impôt complémentaire. Il y a la règle d'inclusion du revenu, RDIR, la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, RB2I, et enfin l'impôt national complémentaire, INC. Donc bien sûr, l'administration a précisé qu'un BOFIP était à prévoir au cours du premier semestre 2024, mais quand bien même il serait publié rapidement, il sera soumis à des mises à jour régulières, que ce soit au vu des difficultés d'adaptation en France, mais également des commentaires internationaux qui pourraient intervenir au cours de l'année, que ce soit OCDE ou également Union européenne. Donc ces règles s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, dès les comptes consolidés 2023, il est nécessaire de fournir une annexe aux comptes consolidés qui reprend une information qualitative, donc qui va expliquer l'exposition du groupe à l'imposition minimum mondiale. Donc il va falloir fournir des informations sur les entités concernées et la liste des juridictions concernées par cet impôt complémentaire. Donc lorsque les règles ne sont pas respectées et qu'un impôt serait dû. Pour savoir si un impôt sera dû donc, au niveau des juridictions, il faut donc dès à présent vérifier si on est dans le champ d'application et notamment appliquer les règles de régime de protection temporaire. Donc ce sont les tests que l'on a détaillés sur la slide. Il y a 3 tests alternatifs qui ont été mis en place et qui doivent être réalisés par juridiction de manière annuelle. Le test des minimis simplifié, donc, qui est réalisé sur la base du CBCR, donc Country by Country Reporting, pour l'exercice fiscal concerné, dans la juridiction concernée. Dans ces cas-là, il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions et un bénéfice ou une perte avant impôt inférieur à 1 million. Dans ce cas-là, si on est inférieur à 10 millions et 1 million, le test est réalisé.
Le deuxième test, donc, qui s'appelle le test du taux effectif, du taux d'imposition effectif simplifié. Donc, le taux d'imposition effectif dans un État concerné doit être inférieur au taux d'imposition transitoire fixé par la nouvelle règle. Donc, le taux est fixé à 15% pour les exercices en 2024, 16% en 2025 et 17% en 2026. Le dernier test, qu'on appelle test de profit de routine, est un test basé sur l'exclusion des bénéfices liés à la substance. Si le bénéfice lié à la substance est supérieur au bénéfice avant impôt sur la base CBCR, dans ces cas-là, le test est réalisé. L'idée est que si l'un des tests est satisfait pour une juridiction au cours d'un exercice, l'impôt complémentaire est considéré comme nul et le groupe n'a pas réalisé de calcul de TUI Globe pour cette juridiction. A l'inverse, si aucun de ces tests n'est rempli pour la juridiction concernée, le groupe devra faire un calcul de TEI Globe pour cette juridiction. Donc, pour les exercices 2023, la réalisation de ces tests permet donc de déterminer l'exposition du groupe à cette imposition minimum mondiale et donc de déterminer quelle juridiction ne passerait aucun des trois tests et serait donc tenue de calculer un TEI Globe pour les exercices à venir. Donc, l'idée, c'est que ces tests sont des calculs simplifiés. En revanche, à ce jour, ils n'ont une durée de vie qui n'est que temporaire, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent qu'aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028. L'objectif des entreprises est de pérenniser ces calculs simplifiés car la charge de travail complémentaire est assez lourde du fait de pilier 2. Pour autant, à ce jour, ils ont une date butoir et donc il faut les considérer comme un régime de protection temporaire avant de devoir faire le calcul pour chaque juridiction chaque année après ce dispositif transitoire. Le délai de reprise pour cet impôt minimum mondial est de 5 exercices. Le point suivant concerne les dividendes intragroupes et c'est la suite de la jurisprudence que l'on a eue qui s'appelle Steria et c'est une jurisprudence 2023 qui, elle, s'appelle Manitou. On vous a reproduit les schémas dans la slide afin que vous ayez une vision un peu plus complète de ce qui existait jusqu'à présent et de ce qui est changé du fait de la jurisprudence européenne. L'idée étant que depuis un arrêt Steria qui date de 2016, un groupe intégré français, en fait, avec une société mère intégrante et une filiale intégrée, pouvait bénéficier des dividendes dont l'imposition est limitée à une quote-part de frais et charges de 1%, donc quand la filiale intégrée distribue à sa société mère. Ce qui a changé avec l'arrêt Steria, mais qui maintenant est bien ancré, c'est que les filiales européennes qui sont dites intégrables, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être intégrées si elles avaient été françaises et donc elles avaient les mêmes dates de clôture, par exemple, étaient bien détenues à hauteur de 95%. Dans ce cas-là, les dividendes de source européenne peuvent bénéficier d'une imposition limitée à une quote-part de frais et charges de 1%. Jusqu'à présent, en France, lorsqu'on était dans la situation où une société mère française n'avait pas opté pour l'intégration fiscale, c'est-à-dire qu'elle était bien détenue à hauteur de 95% par une société soumise à l'IS en France ou qu'elle détenait elle-même une société soumise à l'IS à plus de 95%, on était dans le cas où il y avait une possibilité d'intégration fiscale en France, mais qu'il n'y avait pas d'option. Dans ce cas-là, les dividendes de source européenne de cette même filiale dite intégrable ne bénéficiaient pas d'une quote-part de frais et charges limitée à 1%, mais avaient donc une quote-part de frais et charges à 5%. La nouveauté, et donc ce qui a été dit dans l'arrêt Manitou du 11 mai 2023 de la CJUE, c'est que le fait de lier la possibilité d'avoir une quote-part de frais et charges à 1% à l'existence ou non d'une intégration fiscale constituait une restriction à la liberté d'établissement et donc ne devait pas perdurer. Et donc la loi de finances pour 2024 a prévu que ces filiales intégrables qui distribuaient des dividendes à une société en France qui n'avait pas fait d'intégration fiscale, mais c'était un choix, dans ces cas-là, ces dividendes auraient dû bénéficier d'une quote-part de frais et charges à 1% et non de 5%. Donc, aujourd'hui, dividendes de source européenne, à partir du moment où la filiale est dite intégrable, qu'il y ait une intégration fiscale ou non en France,
on peut bénéficier d'une quote-part de frais et charges de 1%. En revanche, il est important de noter que la CJUE ne s'est prononcée qu'au regard des dividendes distribués par des filiales établies dans d'autres États membres qui satisfaisaient les critères d'éligibilité autres que la résidence. Elle ne s'est pas prononcée pour la situation de filiales en France. Donc on aboutit au schéma qui est le suivant. Une société mère française qui reçoit des dividendes de sources françaises et de sources européennes va avoir une imposition différente selon en fait, l'état de localisation de sa filiale. C'est-à-dire que si la filiale est non résidente française et aurait pu être intégrée avec la société mère française, on va avoir un dividende avec une imposition limitée à 1%, alors qu'une même société française avec les mêmes pourcentages de détention, en l'absence d'intégration fiscale, va être taxée à hauteur de 5%, donc de quote-part de frais et charges. Donc il y a deux choses à noter, c'est que pour les exercices 2023, vous avez d'ores et déjà l'application de cette quote-part de frais et charges à 1%. Donc dès 2023, vous pouvez bénéficier pour les sociétés européennes de cette quote-part de frais et charges à 1%. À l'inverse, si vous avez bénéficié de distribution de dividendes de sociétés européennes pour les exercices antérieurs, notamment 2022, vous avez la possibilité de faire une réclamation. En revanche, le revers de la médaille qui découle de la loi de finances 2024, c'est qu'on a rétabli un délai minimum d'appartenance au groupe fiscal. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de cette quote-part de frais et charges à 1%, il y a une nécessité de délai d'un exercice. Donc pour une société distributrice en France qui appartient à un groupe, donc on est dans le schéma de gauche, pour que le dividende de la filiale intégrée vers sa société mère intégrante puisse bénéficier de la quote-part de frais et charges à 1%, il est nécessaire qu'elle ait été membre de cette intégration fiscale de la société distributrice depuis plus d'1 an. De la même manière, pour les sociétés européennes, la société distributrice établie dans l'UE ou dans l'espace économique européen doit remplir les conditions pour être intégrée depuis plus d'un exercice. Donc il faut faire attention parce que ces règles s'appliquent dès l'exercice clos 31 décembre 2023. Pour l'avoir expérimenté, j'ai un client qui a créé un nouveau groupe d'intégration fiscale en 2023, qui a procédé à des distributions au cours de l'exercice, bien avant la publication du projet de loi de finances et même la décision de la CJUE. Et on est dans la situation où, au moment où elle a procédé à ces distributions de dividendes dans le cadre d'une intégration fiscale, il n'y avait pas ce délai d'1 an. Pour autant, dans la mesure où son exercice est clos au 31 décembre 2023, ces dividendes seront soumis à une quote-part de frais et charges de 5% du fait de ce nouveau texte. Enfin, quid de la situation des sociétés françaises? Parce qu'en voulant rétablir une différence entre les sociétés françaises et européennes, et donc faire en sorte que les sociétés européennes puissent bénéficier d'un taux réduit dont les sociétés françaises pouvaient bénéficier, on a créé une différence de traitement et aujourd'hui, une société française hors intégration fiscale qui distribue à sa société mère va avoir une quote-part de frais et charges de 5%, alors que la société européenne va avoir une quote-part de frais et charges de 1%. Et donc, question pour l'avenir, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on a de nouveau une rupture et un problème vis-à-vis du principe de liberté d'établissement? Une deuxième précision a été apportée par la loi de finances. C'est un cas un peu plus spécifique. Pour mémoire, il y a une exonération qui est prévue pour les dividendes qui sont exclus du bénéfice du régime des sociétés mères lorsqu'on est dans une intégration fiscale ou au niveau d'une société européenne. C'est un cas un peu particulier. Il faut que la société, donc, soit la filiale intégrée donc, que nous avons appelée filiale intégrée 2, soit détenue à hauteur de 4% par la société intégrante et 96% par une filiale intégrée numéro 1. Donc il y a une détention indirecte à plus de 95% de la société mère, mais une détention seulement à 4% en direct. Et donc ces dividendes sont bien exonérés à hauteur de 99% lorsqu'ils sont faits au profit de la société mère. Et le principe qui s'appliquait jusqu'à présent est donc pour les filiales Union européenne intégrable, elles bénéficiaient également
donc cette exonération à hauteur de 99%. Donc on le voit sur le schéma de gauche. La nouveauté pour la loi de finances 2024 est que désormais, même en l'absence d'intégration fiscale, vous avez la possibilité d'avoir une exonération à hauteur de 99% pour les dividendes de cette société européenne intégrable, même en l'absence d'intégration fiscale en France. Et on en revient à ce que l'on disait avant, c'est-à-dire que vous avez des dividendes qui seront taxés à hauteur de 1% au niveau des distributions de la filiale européenne, mais qui seront taxés à hauteur de 95% pour les distributions entre sociétés françaises hors intégration fiscale. Le sujet suivant concerne l'exclusion des titres détenus par les salariés pour l'appréciation de la détention du capital des sociétés membres d'une intégration fiscale. Donc, pour mémoire, pour être une société intégrée, il faut être détenu par la société mère à hauteur de 95% au moins de son capital. Pour cette appréciation du seuil de 95%, les textes prévoient que les salariés de la société membre peuvent être exclus du calcul lorsqu'ils détiennent des titres de cette société. Donc l'objectif est de favoriser en fait l'actionnariat salarié. Il faut noter qu'il y avait une exclusion donc, qui est déjà prévue pour les salariés de la société. Pour les salariés de la société qui était déjà de 10%. La loi de novembre dernier sur le partage de la valeur qui a modifié les textes et permis que le pourcentage maximum de capital social attribué aux salariés sous la forme d'actions gratuites est passé de 10 à 15%. Pour autant, en matière d'intégration fiscale, on a maintenu le seuil de 10%, c'est-à-dire que les titres détenus à hauteur de 10% par les salariés sont exclus du calcul pour la détention du capital pour l'appréciation de l'intégration fiscale. La nouveauté est que désormais sont exclus également les titres détenus par un salarié qui a cessé ses fonctions dans la société pour rejoindre une autre société du même groupe économique, qui est incluse soit dans le plan d'émission ou d'attribution, donc cela vise les stock options, les actions gratuites, mais également l'épargne via les adhérents au titre d'un plan d'épargne entreprise. Il faut noter qu'on fait référence au groupe économique et non au groupe intégré. Et donc, par exemple, pour les stock options et les AGA, les sociétés sont considérées comme étant liées donc, dans le groupe économique lorsque la société émettrice ou attributrice détient au moins 10% du capital ou des droits de vote directement ou indirectement de la société. S'agissant des titres émis ou attribués au profit de salariés adhérents d'un PEE, dans ce cas-là, les sociétés liées sont celles incluses dans le périmètre de consolidation. Donc on a deux notions différentes en fonction de si on est en présence des stock options et des AGA ou des PEE. Attention parce que cette exclusion peut entraîner des effets négatifs, notamment dans le cas où on a une société mère qui est détenue par une autre société à moins de 95%, mais si des sociétés, justement, des salariés ont des titres et sont concernés par cette nouvelle exclusion, on peut être dans la situation où l'exclusion de ces nouveaux salariés, donc créés par la loi de finances pour 2024, va augmenter la participation de la société mère, de la société au-dessus de la société mère intégrante, et donc de ce fait pourrait entraîner la cessation de l'intégration fiscale. Parce que pour mémoire, pour être une société mère intégrante, il ne faut pas être détenu à plus de 95% par une autre société soumise à l'IS. Donc il faut avoir également ça en tête. Par ailleurs, il faut noter que dans le cas où un salarié cesse ses fonctions pour rejoindre une autre société du groupe, et donc on a notamment une descente sous le seuil de 95% pendant la durée d'un exercice, il n'y aura pas sortie immédiate de la filiale si avant le dépôt d'Elias, avant le délai pour le dépôt d'Elias de l'exercice considéré, il y a un dépassement à nouveau du seuil de 95% pour cette filiale considérée. En revanche, si au moment du dépôt d'Elias, la société n'est plus détenue à hauteur de au moins 95% par la société intégrante de manière directe ou indirecte, dans ces cas-là, il y a une sortie rétroactive
de cette filiale de l'intégration fiscale. Le point suivant concerne les jeunes entreprises innovantes. Donc, pour mémoire, les JEI bénéficient d'exonérations, donc que ce soit en matière d'impôt sur les bénéfices, de cotisations sociales, mais également en matière d'impôts locaux. La loi de finances pour 2024 a supprimé l'exonération pour les JEI qui sont créés à compter du 1er janvier 2024 et uniquement l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés. Donc, l'exonération, elle concerne elle est de 100% pour les premiers bénéfices taxables et de 50% pour le deuxième exercice bénéficiaire. Donc, cette suppression concerne uniquement les JEI créés à compter du 1er janvier 2024. Ce qui veut dire que, quand bien même on a une suppression qui a été décidée en 2024, un JEI créé au 31 décembre 2023 pourrait bénéficier de cette exonération d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 2030, donc pendant ces 8 premières années de durée de vie. En revanche, l'exonération de cotisations sociales, qui normalement devait être supprimée en 2025, elle a été annulée. C'est-à-dire que la loi de finances pour 2024 a supprimé l'article prévoyant la suppression de l'exonération des cotisations sociales. Donc, cette cotisation va perdurer, de même que celle prévue en matière d'impôts locaux. Parallèlement à ces modifications sur le statut des jeunes entreprises innovantes, nous avons la création d'un nouveau statut, celui de jeunes entreprises de croissance. Donc les dispositions sont proches de celles de JEI. Donc il faut réaliser entre 5 et 15% de dépenses de recherche et de développement, là où pour les JEI, pour mémoire, on est à 15%. Bien sûr, donc ces dépenses sont les charges qui sont déductibles et également éligibles au CIR. Parallèlement à ça, donc, cette baisse des dépenses éligibles donc, au statut de jeune entreprise de croissance, vous avez la nécessité de satisfaire à des indicateurs de performance économique. Ces indicateurs de performance économique seront définis par décret dans les mois à venir. Pour autant, les indicateurs donc, sont des critères financiers tels que des levées de fonds significatives, des augmentations significatives des revenus, mais également des augmentations significatives de ces effectifs donc pourront être clés pour satisfaire à ces indicateurs de performance économique. Le point suivant concerne les contrôles fiscaux et donc la mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes. Le premier point, donc, c'est un renforcement des moyens de l'administration en matière de détection et de sanction de la fraude fiscale. Le second point concerne la création d'un délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. Donc cela concerne des personnes physiques et des personnes morales qui mettent à disposition de tiers des moyens ou des services ou des instruments qui permettent de se soustraire à leurs obligations fiscales. Donc l'entrée en vigueur, ça concerne les infractions qui sont commises à compter du 1er janvier 2024. Parallèlement à ça, on a un aménagement des conditions matérielles de réalisation des contrôles, avec la possibilité de délocaliser le contrôle hors des locaux de l'entreprise. Donc ça, jusqu'à présent, c'était possible sur demande du contribuable. Désormais, c'est possible sur demande également de l'administration. Ça vise deux objectifs. Le premier, la sécurité du vérificateur avec les actualités récentes fin 2023, mais également lorsque les qualités des conditions de travail ne sont pas réunies du fait de locaux exigus, inadaptés, donc qui ne permettent pas de faire ces contrôles. Donc, pour mémoire, le principe reste bien un contrôle dans les locaux de l'entreprise, mais l'administration peut également maintenant demander à délocaliser et en cas d'absence d'accord, les contrôles se feront au niveau du bureau de vérification. Le dernier point concerne un assouplissement des conditions dans lesquelles les agents de finances publiques peuvent être autorisés à exercer leur mission de façon anonyme. Cela concerne les contrôles à compter du 1er janvier 2024, mais également les contrôles en cours à cette date. Et je vais passer la main à Elvire sur la partie TVA et impôts indirects. Merci beaucoup Thibault pour cet exposé très technique, mais qui malgré tout est resté parfaitement clair. Alors, on passe maintenant à la fiscalité indirecte, à savoir la TVA. Donc, pas de réforme majeure cette année qui vous touche tous dans cette loi de finances pour 2024, contrairement aux années précédentes.
Donc vous allez voir des sujets très techniques, assez complexes, mais finalement qui concernent que certains secteurs. Alors, on commence toutefois par un sujet qui vous concerne tous, dont on a beaucoup parlé, et c'est la fin du feuilleton des dates de report de la facturation électronique. Donc on a tous parié sur les dates qui allaient finalement être promulguées par la loi de finances pour la mise en place de la facturation électronique, mais nous ne nous attendions pas à un tel report. Donc vous le savez, la facturation électronique normalement devait rentrer en vigueur au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et est allée jusqu'au 1er janvier 2026. Donc report prévu par la loi de finances 2024 avec les nouvelles dates. Et ce, pour des raisons toutes simples, c'est que l'administration fiscale n'était pas prête. Le PPF, le portail public de facturation, n'était pas prêt, d'où la nécessité de reporter la facturation électronique. Avec 3 dates à retenir. Première date, la date de 2025. Donc, au cours de l'année 2025, il y aura une phase pilote par des entreprises volontaires qui pourront tester le portail public de facturation. 1er septembre 2026, et vous devez retenir cette date, obligation pour tous les opérateurs de recevoir des factures électroniques, donc y compris PME et petites et micro-entreprises, vous devrez être en mesure de recevoir des factures électroniques. 1er septembre 2026, du côté émission, obligation pour les grandes entreprises, pour les ETI et pour les membres d'un groupe TVA d'émettre des factures électroniques. Donc vous voyez, il y a 2 ans et demi de report pour la mise en place de la facturation électronique. Et enfin, 1er septembre 2027, obligation pour les PME et les micro-entreprises d'émettre des factures électroniques. Donc, nouveau calendrier de lancement de la facturation électronique, en raison de la complexité de mise en œuvre de cette réforme, également du fait de la non-préparation, enfin du fait que la PPF n'était pas encore prête. Il faut profiter de ces 2 ans et demi qui sont finalement accordés par l'administration fiscale pour se mettre en conformité, car cette réforme est lourde de changements. Elle va entraîner de nombreux bouleversements, tant en matière fiscale qu'en matière financière et en matière d'IT. Donc, profitez de ces 2 années et demie qui vous ont été octroyées par l'administration fiscale pour vous mettre en conformité et faites de la facturation électronique une priorité afin de pouvoir anticiper tous les changements. Donc, deuxième sujet qui ne doit pas tous vous concerner, qui concerne la franchise en base de TVA, avec une nouvelle réforme, donc une notion de franchise en base de TVA qui s'étend au niveau européen et qui s'appliquera à compter de janvier 2025. Alors, un premier point, cette nouvelle réforme nous rappelle la définition pour l'application des règles de la franchise en base des assujettis établis en France. Et il y a une nouvelle définition concernant l'assujetti établi en France. Tout d'abord, on considère qu'un assujetti est établi en France quand il a son siège, effectivement, situé en France, assez simple. Ou, deuxième possibilité, il a un siège situé dans un pays tiers, donc hors UE, mais il dispose d'un établissement stable en France, donc établissement stable au sens fiscal, et il choisit d'être rattaché à la France. Donc pour l'application de ces nouvelles règles de franchise en base, il est considéré comme étant établi en France. Il va y avoir un abaissement des seuils de la franchise en base, avec deux nouvelles données financières à retenir, 85 000 € par an pour les ventes de biens et 37 500 € par an pour les prestations de services. Donc seuil, on va dire français, mais applicable également au niveau européen, puisque ce mécanisme de la franchise en base va être étendu au niveau UE. Donc il va y avoir une extension du champ d'application territorial de la franchise en base. Les entreprises établies dans l'UE bénéficieront en effet de la franchise en base dans leur État membre d'établissement, mais également dans les autres États membres de l'Union européenne, à condition, toujours des conditions en matière fiscale,
qu'elle ne dépasse pas le seuil de chiffre d'affaires de 100 000 € par an, calculé au niveau de tous les États membres de l'Union européenne dans lesquels elles opèrent. Et il conviendra aussi de respecter certaines formalités, donc notification préalable à l'administration fiscale française et un certain nombre de données à reporter à l'administration fiscale française pour pouvoir bénéficier de cette franchise en base au niveau européen. Donc intéressant à connaître, mais je ne pense pas que vous soyez beaucoup à être concernés par ces nouvelles règles de franchise en base. Troisième point, le nouveau régime TVA applicable aux dropshippers. Donc, objectif, lutter contre la fraude à la TVA, qui est le maître mot de la loi de finances pour 2024, mais des lois de finances également précédentes. Vous savez qu'il y a énormément de fraude à la TVA, et toutes les réformes qui sont mises en œuvre en matière de TVA ont pour seul objectif de lutter contre la fraude à la TVA. Le nouveau régime TVA applicable aux dropshippers en est une. Donc, tout d'abord, une définition, un rappel de définition sur le dropshipper. Qu'est-ce qu'un dropshipper ? Un dropshipper, c'est un opérateur qui achète des biens hors de l'Union européenne et qui les revend en ligne à des non-assujettis domiciliés en France. Donc des non-assujettis, des particuliers comme vous et moi, ou des personnes morales non-assujetties qui bénéficient du régime des PBRD. Il ne prend jamais possession des biens physiquement. Donc les biens sont achetés hors UE, sont revendus en ligne à un client français comme vous et moi. Les biens sont directement expédiés de hors UE vers le domicile des particuliers et le dropshipper n'a pas d'entrepôt, ne prend jamais possession physique des biens. L'objectif de ce nouveau régime TVA, c'est de lutter contre la pratique consistant pour un dropshipper à acheter des biens donc dans un pays hors UE et à les revendre en ligne en France à des non-assujettis sans apparaître sur les documents d'importation. Donc il ne paye aucune TVA à l'import. De cette manière, la marge du dropshipper n'est pas soumise à la TVA française. L'objectif de ce nouveau régime, c'est justement d'éviter cette fraude à la TVA et d'éviter que la marge du dropshipper ne soit pas soumise à la TVA française. Donc, quel va être le fonctionnement à venir ? Le dropshipper va devenir obligatoirement redevable de la TVA à l'importation lorsque les biens vont franchir la frontière. Et la vente à distance de biens importés, donc la vente subséquente en fait à l'importation, la vente aux clients particuliers français, va être soumise à la TVA française et assise sur le prix facturé par le dropshipper à son client. De cette manière, la marge réalisée par le dropshipper sera soumise à la TVA française. Conditions cumulatives pour cette nouvelle mesure. Tout d'abord, il faut que ce soit des ventes à distance de biens importés directs, donc biens importés d'un pays hors UE et revendus en France. Deuxième condition, vente à distance de biens importés directs qui ne sont pas facilités par une plateforme de vente en ligne, donc par des plateformes comme Amazon, par exemple. Que les biens soient dédouanés, donc qu'ils franchissent les frontières et qu'ils soient dédouanés à l'importation à une valeur inférieure au prix de revente. Et dernier point, dernière condition, qu'il y ait une absence de recours à l'IOSS par le dropshipper. Le dropshipper doit être immatriculé à la TVA en France afin d'y déclarer et payer la TVA sur l'importation du bien et également sur la vente à distance des biens importés. Donc, tous les petits Instagrammeurs qui aujourd'hui essayent de vendre des formations à 1 500 € pour faire du dropshipping, eh bien, demain, ils ne pourront plus vanter les mérites de leur formation. Alors, quatrième point. Le nouveau mandataire TVA ponctuel et les nouvelles dispenses d'identification à la TVA pour certaines sociétés étrangères. Il existe aujourd'hui, dans le Code général des impôts, la notion de représentant ponctuel et de mandataire ponctuel. Donc, ces deux dispositifs, les dispositifs de représentant ponctuel qui concernent en fait les entreprises hors UE
et de mandataires ponctuels qui concernent les entreprises UE sont fusionnés à partir de 2024. Possibilité pour toutes les entreprises étrangères non établies et non immatriculées à la TVA en France de désigner un mandataire ponctuel sous certaines conditions. Donc, demain, enfin aujourd'hui, puisque nous sommes en 2024, possibilité pour les entreprises étrangères qui réalisent uniquement les opérations que je vais mentionner ci-après, de désigner un mandataire ponctuel afin d'éviter d'avoir à s'identifier à la TVA en France. Quelles sont les opérations concernées par ce nouveau dispositif? Tout d'abord, les importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible. Premier type d'opération concernée. Deuxième type d'opération concernée, les opérations qui sont déterminées par décret, qui sont exonérées de TVA mais qui ouvrent tout de même droit à déduction, ou celles qui bénéficient d'une dispense de paiement de la TVA. Donc ces opérations-là, si vous êtes une société étrangère non établie en France, non immatriculée en France, vous pourrez, pour déclarer ces opérations, désigner un mandataire ponctuel sans avoir à vous identifier à la TVA en France. Par ailleurs, sont prévus de nouveaux cas de dispense d'immatriculation à la TVA pour les sociétés étrangères qui réalisent des importations de biens mis en libre pratique ou qui sont introduites en admission temporaire, en exonération partielle de droit sur la base d'une déclaration verbale. Donc vraiment un cas très très spécifique. Et enfin, deuxième cas de dispense d'immatriculation à la TVA pour les sociétés étrangères, pour celles qui réalisent des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés gratuitement pendant des foires et des expositions. Ces sociétés étrangères qui vont réaliser ce type d'importation de biens seront dispensées de s'immatriculer à la TVA française. Tout cela en vue de simplifier les obligations administratives des sociétés étrangères qui viennent faire du business en France. Alors, maintenant, je vais aborder la réforme TVA, donc la réforme du régime TVA concernant le marché de l'art. Donc évidemment, vous n'êtes pas tous concernés, n'est concerné que le secteur du marché de l'art, avec une réforme d'envergure qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Il va y avoir en effet une adaptation des règles TVA applicables en matière de taux de TVA et de régime d'imposition de TVA, des opérations relatives aux œuvres d'art, aux objets de collection ou d'antiquité, afin en fait de prendre en compte les dispositions d'une directive communautaire du 5 avril 2022. Alors, comme vous n'êtes pas tous familiers avec les règles TVA applicables au marché de l'art, nous avons trouvé utile de vous rappeler les règles applicables aujourd'hui et les règles qui seront applicables donc jusqu'au 31 décembre 2024 pour que vous puissiez noter les changements. Donc, aujourd'hui, et ce jusqu'au 31 décembre 2024, pour les acquisitions d'œuvres d'art, il y avait une application limitée du taux réduit de TVA de 5,5 ou du taux intermédiaire de 10%. Donc, en effet, sous condition, évidemment, le taux réduit de 5,5 ou le taux intermédiaire de 10% peut s'appliquer à la première opération portant sur des œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité réalisées sur le territoire français. Donc, à savoir importation de biens, donc d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, acquisition intracommunautaire, donc les biens viennent de l'UE, ou vente par l'auteur de l'œuvre. Là, c'était un premier cas dans lequel le taux réduit de TVA ou le taux intermédiaire pouvait s'appliquer. Second cas, ces taux dérogatoires pouvaient s'appliquer sur des livraisons d'œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par des assujettis utilisateurs. Assujettis utilisateurs voulant dire des personnes qui achètent des œuvres d'art pour les exposer, mais pas en vue de les revendre. En matière de revente d'œuvres d'art, il était possible d'opter
pour le régime de la TVA sur marge. C'était un des secteurs dans lequel le régime de la TVA sur marge était prévu. Donc la revente de tels biens, œuvres d'art, objets de collection ou objets d'antiquité à taux réduit, est soumise au taux normal et imposée en principe selon le régime général de la TVA. Toutefois, les assujettis revendeurs, donc ceux qui achètent des œuvres d'art en vue de les revendre, peuvent aujourd'hui, et ce jusqu'au 31 décembre 2024, opter pour le régime de la TVA sur la marge. C'était évidemment une simple option, puisque en principe, c'est le régime général de TVA qui s'applique avec une soumission au taux normal. Demain, quels sont les changements? Enfin, quels seront les changements? Donc, le régime applicable à partir du 1er janvier 2025. Tout d'abord, veuillez noter que le taux réduit de 5,5 s'appliquera à toutes les opérations, sauf application du régime de la marge. Donc, les livraisons d'œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, soumises de plein droit au régime de la marge, c'est-à-dire les biens achetés auprès d'un non-redevable ou d'un assujetti revendeur qui a lui-même appliqué le régime de la marge, seront taxés au taux normal de 20%. Toutefois, toujours des dérogations en matière fiscale, l'assujetti revendeur, donc celui qui achète des œuvres d'art en vue de les revendre, dont c'est la profession, pourra exercer l'option pour l'imposition sur le prix total. Dans ce cas-là, le taux réduit de 5,5 s'appliquera alors à la revente. Donc, dans ce nouveau régime, vous pouvez noter qu'il ne sera plus possible de cumuler, pour une opération d'achat-revente, le taux réduit de 5,5 de TVA et le régime de la marge. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes en régime de la marge, vous êtes au taux normal de 20%. Deuxième grand changement, c'est la restriction du recours à la TVA sur marge. Lorsque le régime de la marge n'est pas applicable, donc à savoir quand le bien a ouvert droit à déduction, l'opération d'achat-revente est obligatoirement taxée au taux réduit de 5,5 sur le prix total. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'option permettant aux assujettis revendeurs d'opter pour le régime de la TVA sur marge est totalement supprimée. De même, le régime dérogatoire de TVA qui permettait de calculer forfaitairement la marge, à hauteur de 30% du prix de revente pour certaines œuvres d'art, est également supprimé. Donc toutes ces dérogations qui avaient été mises en œuvre dans le secteur de l'art au niveau français sont supprimées. Ces nouvelles mesures, elles doivent permettre en fait une simplification du régime TVA applicable aux opérations dans le secteur de l'art, mais elles doivent également contribuer à l'attractivité de la France. Ce sont de grands changements pour les professionnels qui œuvrent dans ce secteur. Donc, il reste moins d'une année à ces professionnels pour s'adapter à ces nouvelles mesures. Alors, autre nouveauté dans un secteur aussi très particulier qui est le secteur du logement intermédiaire, avec finalement une extension du taux intermédiaire de 10% à certaines opérations réalisées dans le secteur intermédiaire. Donc il y a une modification du champ d'application du taux intermédiaire de 10 applicable à la livraison de certains logements du secteur intermédiaire. En premier lieu, il y a une extension du champ des investisseurs concernés. Tout investisseur, personne morale, pour les livraisons d'immeubles destinés à la location à usage de résidence principale pour les personnes physiques, à condition que les immeubles soient loués en exonération de TVA. Donc tous les investisseurs personnes morales qui réalisent ce type d'opération sont concernés par l'extension du taux intermédiaire de 10%.
Deuxième point, il y a une extension des opérations éligibles au taux intermédiaire de 10%. Sont visées les opérations de réhabilitation de logements anciens, à savoir les opérations d'acquisition-amélioration dans des bâtiments à usage résidentiel pour l'amélioration de la performance énergétique, premier type d'opération. Deuxième type d'opération, tous les travaux d'amélioration relevant de cette opération d'acquisition-amélioration. Et enfin, dernier point, extension des zones géographiques éligibles à ce taux intermédiaire de 10%. 3 nouvelles zones éligibles pour ce taux intermédiaire de 10%. Les communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, première zone géographique. Seconde, périmètre de grande opération d'urbanisme. Et enfin, les communes ayant conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement ou une convention d'opération de revitalisation de territoire. Donc, c'est une réforme évidemment très spécifique qui touche peu d'entre vous, qui touche le logement du secteur intermédiaire, mais qui est la bienvenue pour les professionnels de ce secteur et qui clarifie un peu les dispositions applicables en matière de taux. Alors, taux réduit de 5,5 applicable au taux de rénovation. Donc, on reste sur les modifications applicables au taux de TVA. Et là, il y a un report de l'entrée en vigueur de la redéfinition du champ d'application du taux réduit de TVA de 5,5 applicable aux travaux de rénovation énergétique sur des locaux d'habitation, avec un report de cette extension de taux réduit de 5,5 au 1er octobre 2024. Les travaux éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 seront les suivants. Ce sont des prestations de rénovation énergétique effectuées dans des locaux achevés depuis plus de 2 ans. Il faut que ces travaux concernent des locaux affectés à un usage d'habitation et les prestations, doivent être des prestations de rénovation énergétique qui portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux d'équipement d'appareils ou de systèmes d'économie d'énergie ou ayant pour objet de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour améliorer l'isolation thermique, le chauffage, la ventilation ou la production d'eau chaude. Donc vous voyez, 3 conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit de 5,5 sur les travaux de rénovation énergétique dans les locaux d'habitation. Et ce, à compter seulement du 1er octobre 2024. Alors, pour finir, on va vous présenter 2 dispositions qui, et là c'est un peu un point nouveau dans la présentation de la loi Finances, qui n'ont pas été adoptées, donc qui ont été censurées. Mais on trouvait important de vous mentionner ces 2 points, parce que pour le premier, à mon sens, il sera adopté, mais plus tard, et dans un autre projet de loi. Et le second, bon, comme l'administration s'y oppose fortement, je suis plus dubitative. Alors, le premier point que l'on souhaitait vous présenter, c'était le point sur le groupe TVA et la taxe sur les salaires. Donc, vous le savez, le groupe TVA a des impacts très négatifs en matière de taxe sur les salaires, puisque toutes les transactions qui sont réalisées intra-groupe dans le groupe TVA sont considérées comme hors du champ de la TVA et donc entraînent potentiellement un impact en matière de taxe sur les salaires pour les membres d'un groupe TVA qui, peut-être, avant de rentrer dans le groupe TVA, n'étaient pas assujettis à la taxe sur les salaires. Donc, il y a eu une introduction dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale d'une disposition qui visait à exonérer de taxes sur les salaires certaines sociétés membres d'un assujetti unique. Évidemment, l'objectif de la mesure, c'était de pallier les inconvénients du groupe TVA en raison de ses impacts très négatifs en matière de taxes sur les salaires. Alors, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, évidemment, il y avait des conditions cumulatives qui avaient été précisées dans le projet.
il était tout d'abord indiqué que les employeurs concernés étaient ceux qui, évidemment, ne seraient pas soumis à la taxe sur les salaires s'ils n'étaient pas membres d'un assujetti unique. Et la deuxième condition, il fallait qu'au titre de N-1, le chiffre d'affaires des opérations réalisées par le groupe TVA, chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction, donc pour le dire plus simplement, le chiffre d'affaires taxable, soit au moins égal à 90% du montant total du chiffre d'affaires du groupe TVA. Donc, sous réserve que ces deux conditions cumulatives soient remplies, les employeurs qui n'auraient pas été soumis à la taxe sur les salaires en n'étant pas membres d'un assujetti ne le seraient pas non plus en étant membres d'un assujetti unique. Mais malheureusement, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel le 21 décembre 2023, ce dernier considérant que cette mesure avait la nature de cavalier social. Donc cette mesure n'a pas été introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale, mais cette disposition pourrait, et je dirais même pourra, être reprise dans un autre projet de loi postérieurement à l'adoption du projet de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. L'objectif aussi de cette mesure, c'est d'attirer beaucoup plus d'opérateurs dans le groupe TVA et donc des industriels qui sont totalement assujettis à la TVA, totalement récupérateurs de toute la TVA qu'ils encourent sur leurs achats, mais qui ne sont pas tentés par le groupe TVA compte tenu des impacts que cela peut avoir en matière de taxes sur les salaires. Donc l'objectif de cette mesure, c'était de finalement annuler les impacts négatifs que peut avoir un groupe TVA en matière de taxes sur les salaires. Dernière disposition qui n'a pas non plus été adoptée, qui pourtant aurait été très utile à beaucoup de groupes d'entreprises, mais l'administration s'y oppose fortement, considérant que c'est une brèche ouverte, une brèche ouverte à la lutte à la fraude à la TVA. C'est le régime de consolidation du paiement de la TVA qui devait être ouvert à tous les groupes d'entreprises. Et là, il y a eu une non-extension du régime de consolidation. Donc, pour rappel, vous le savez, ce régime de consolidation du paiement de la TVA n'est possible aujourd'hui uniquement pour les grandes entreprises relevant de la Direction générale des impôts, la Direction des grandes entreprises. C'est-à-dire celles qui font un chiffre d'affaires hors taxe ou qui ont un actif brut supérieur ou égal à 400 millions d'euros. Donc, seules ces entreprises, ces groupes d'entreprises peuvent bénéficier du régime de consolidation du paiement de la TVA et donc de faire en sorte d'imputer leur crédit de TVA de certaines entreprises membres du groupe sur les déclarations de TVA pour lesquelles il y a de la TVA à payer. L'objectif de l'amendement, c'était d'étendre en fait ce régime de consolidation du paiement de la TVA à tous les groupes d'entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc, il y a eu une présentation par le Sénat d'un amendement visant à élargir ce régime de consolidation. Mais l'amendement qui avait été présenté par le Sénat n'a pas été retenu et je crains qu'il n'y ait pas, d'ici peu, on va dire, une extension de ce régime de consolidation du paiement de la TVA à tous les groupes d'entreprises, ce qui aurait pu faciliter, d'un point de vue trésorerie, la vie des groupes d'entreprises français. Donc voilà pour la TVA. Et je repasse la parole à Thibaut pour la présentation des actualités fiscales en matière de fiscalité directe. Merci Elvire. Donc, on a fini avec la loi de finances pour 2024 et ses nouveautés, donc prix de transfert, fiscalité directe et fiscalité indirecte. On va parler un peu de l'actualité qui a eu lieu en 2023. La première actualité, alors elle porte sur l'exercice 2023, mais vient de sortir en 2024, c'est le taux maximum d'intérêt déductible pour les comptes courants d'associés.
Donc, aujourd'hui, le taux du 39,13 pour les exercices de 12 mois clos au 31/12/2023, ce taux est de 5,57. Ce taux tient compte de la possibilité qui a été offerte à compter de 2023 du fait de la hausse très importante des taux, de prendre notamment les publications mensuelles. Car si on fait la moyenne des 3 trimestres, on arrive à 5,45. Mais en tenant compte donc, de cette possibilité, on arrive à un taux maximum déductible de 5,57, donc pour les exercices clos, 31 décembre 2023. Alors, ensuite, nous allons entrer dans le dur avec une jurisprudence assez importante qui est la première prise de position par le Conseil d'État sur une jurisprudence ancienne qu'on appelait Gamlor, qui concerne le cas du versement d'honoraires, donc de management fees, à une autre entité pour la réalisation de prestations de services effectuées par son gérant pour des fonctions qui lui sont normalement dévolues. En d'autres termes, on vous a remis les schémas. Donc, c'est une jurisprudence qui datait de cour administrative d'appel de 2003, donc qui s'appelait Gamlor, qui disait quoi en synthèse ? Le fait, donc, pour le schéma de gauche, le fait d'avoir une société opérationnelle, donc Opco Gamlor, qui verse des management fees à une société holding Holdco Gam, on pouvait remettre en cause la déductibilité de ces management fees du fait qu'il faisait doublon avec le mandat social du dirigeant, qui avait donc un mandat au niveau de la société holding, mais également au niveau de la société opérationnelle. Donc on voyait souvent ces sujets exister dans le cadre des due diligence ou même des audits. On pouvait voir ce cas, et donc le risque était la non-déductibilité d'une partie des management fees. Du fait de cette jurisprudence donc, qui a 20 ans maintenant, on avait vu des alternatives se développer pour pouvoir éviter la remise en question de ces management fees. Donc on avait deux types d'alternatives. On a d'abord une alternative structurelle qui prévoyait de supprimer le doublon juridique. Et donc le dirigeant était mandataire au niveau de la holding et touchait des management fees ou des fees de direction à ce titre-là. Et on mettait la société holding en tant que mandataire de la société opérationnelle avec donc, le paiement de management fees. En sachant que donc, dans ce cas-là, on n'avait plus de doublon juridique et sous réserve de justifier le fait que les prestations étaient bien effectives et n'étaient pas excessives, on avait la possibilité de déduire les management fees au niveau de la société opérationnelle, mais également au niveau de la société holding. Donc, ça, c'est ce qui a été mis en place, en sachant que ce n'était pas toujours possible, notamment en présence de SARL. Il n'est pas possible de nommer une personne morale en tant que mandataire de SARL. Et donc, dans ce cas-là, on pouvait retomber sur une difficulté pratique. Et on avait une alternative fonctionnelle qui pouvait également être mise en place. Donc, c'est le dernier schéma, où le dirigeant conserve ses deux mandats, au niveau de la société holding et au niveau de la société opérationnelle. Il y a un contrat entre la société opérationnelle et la société holding de prestations de services, mais l'objectif était de distinguer les prestations de direction des prestations dites techniques qui, dans ces cas-là, n'étaient pas celles exercées au titre du mandat. Donc l'objectif était de dire on a bien un mandat et des prestations techniques, mais elles ne couvrent pas les mêmes prestations, donc il n'y a pas de doublon et donc il n'y a pas de risque de non-déductibilité. Toutefois, dans ce cas-là, on avait quand même des difficultés pratiques parce qu'il n'y avait pas de définition légale des prestations techniques et des prestations de direction. On pouvait avoir des difficultés à savoir qu'est-ce qu'on devait mettre dans les fonctions de direction et on pouvait avoir aussi des difficultés à justifier justement pour un même dirigeant à la fois les prestations techniques et les prestations en tant que mandataire. Donc, l'avantage de l'arrêt collectivisation donc du 4 octobre 2023, c'est que le Conseil d'État a clarifié, il a pris une position qui est pragmatique et réaliste. Et donc, la première chose, c'est qu'elle met en exergue le principe d'autonomie du droit fiscal. Pourquoi ? Parce que la Cour de cassation s'est également prononcée sur cette situation et a considéré que le contrat de prestation de service, lorsqu'il y avait un mandat en parallèle, était nul pour absence de cause. Et donc, d'un point de vue juridique, on peut remettre en cause le contrat et donc, en l'absence de contrat, on peut avoir des difficultés de déductibilité. Pour autant, le Conseil d'État nous dit que
quand bien même cette convention serait nulle d'un point de vue juridique, cela ne permet pas de conclure qu'il y a une absence de contrepartie et donc de remettre en cause la déductibilité des prestations de services de direction rendues donc par la société Sonelli SARL dans le cas présent à la société Collectivision. Le deuxième est un principe de liberté de gestion et donc le fait de prévoir une rémunération indirecte du mandataire par une prestation de service de direction n'est pas un problème et ne remet pas en cause la déductibilité. Donc on vous a rappelé les conditions de déductibilité des rémunérations qui sont au nombre de 4, donc il faut bien démontrer l'existence de contreparties effectives, une absence d'appauvrissement contraire à l'intérêt social donc pour la société Collectivision qui va verser les FIS de ces prestations de services. Il faut que cette rémunération, bien entendu, soit normale et non excessive. Et enfin, il faut qu'il y ait une autorisation de cette rémunération indirecte du mandataire par les organes sociaux. Et donc, il faut qu'il y ait une validation de ces management fees via les organes sociaux. Et donc, c'est vraiment une approche pragmatique, réaliste, qui permet de lever un risque de non-déductibilité qui n'était pas forcément justifié et qui pouvait poser des vraies problématiques pour les sociétés, donc notamment dans le cadre d'acquisition. Passons ensuite à de la jurisprudence du Conseil d'État en matière d'abandon de créances. Donc pour mémoire, l'article 39.13 du CGI prévoit que sont exclus des charges déductibles les aides de nature, financières et donc à l'exception des aides à caractère commercial. L'idée étant qu'on doit distinguer dans les abandons de créances commerciales des abandons de créances financiers. Les abandons de créances financiers sont ceux d'une société mère avec sa filiale lorsqu'on n'a pas la possibilité de démontrer les relations commerciales entre ces deux sociétés. Donc on a une jurisprudence ancienne qui nous dit qu'un abandon de créance qui trouve son origine dans une aide pour maintenir des débouchés ou préserver une source d'approvisionnement est une aide à caractère commercial qui a un caractère normal et donc qui peut être déduit. Au cas présent, donc dans cet arrêt Lamaille, nous étions dans le cas d'une société mère qui avait concédé une licence d'utilisation de son savoir-faire à sa filiale afin de permettre à cette dernière de fabriquer des produits à partir de matériaux composites. Cette concession ne prévoyait pas le versement de redevances, mais prévoyait que les perfectionnements apportés donc, par la filiale au savoir-faire concédé demeuraient la propriété exclusive de la société mère. Et donc la question qui se posait était qu'au moment de l'abandon de créance et donc au moment où la société filiale avait eu des difficultés financières nécessitant un abandon de créance, cette relation commerciale, donc cette concession faite à la filiale, n'avait généré aucun chiffre d'affaires. En revanche, les développements avaient permis justement de générer du chiffre d'affaires sur la période postérieure. Les juges du fond ont considéré qu'il n'y avait pas de caractère commercial à cet abandon de créance parce qu'il n'y avait aucun chiffre d'affaires qui avait été généré entre ces deux sociétés. Ce que le Conseil d'État nous dit, justement, il va à l'encontre de la décision des juges du fond. Il nous dit bien qu'une aide consentie afin de développer une activité n'ayant pas généré de chiffre d'affaires, mais dont les perspectives ne sont pas purement éventuelles, peut présenter un caractère commercial. Et donc, lorsqu'il existe un potentiel de valorisation complémentaire de l'actif, justement, là, en l'occurrence, le développement des savoir-faire et donc le chiffre d'affaires que ça a généré au titre des exercices postérieurs à l'abandon de créance, dans ce cas-là, on peut avoir un intérêt commercial et on peut donc avoir un abandon de créance qui est déductible. Donc ça, c'est un point important. Donc, il n'est pas nécessaire que les relations commerciales aient généré un chiffre d'affaires pour que l'abandon puisse avoir le caractère de commercial et donc être déductible fiscalement. La jurisprudence suivante concerne le contrôle fiscal et les déficits. Comme vous le savez, les déficits générés au titre d'exercice sont reportables sans limitation dans le temps, avec juste une limitation d'imputation de 1 million plus 50% à hauteur des bénéfices excédant le million de profit. La charge de
les déficits qui sont imputés au titre d'un exercice sont considérés comme une charge de l'exercice. Donc la question qui se posait était, dans le cadre d'un contrôle fiscal, vous le savez, l'administration avait depuis longtemps la possibilité de remettre en cause les déficits générés au titre d'exercices antérieurs et d'exercices prescrits lorsqu'ils étaient imputés sur les exercices faisant l'objet du contrôle. Donc en d'autres termes, vous aviez la possibilité d'avoir un exercice contrôlé, quand bien même il s'agissait d'un exercice prescrit, si les déficits en question étaient imputés sur un exercice non prescrit qui faisait l'objet d'un contrôle. La question qui se pose là dans l'arrêt ST Dupont du 5 juillet 2023 était: quid si le contrôle fiscal porte sur des exercices au titre desquels il n'y a pas d'imputation des déficits réalisés sur les exercices antérieurs? Le Conseil d'État a considéré que l'administration pouvait rectifier les déficits en report quand bien même ils ne sont pas imputés sur les exercices objets du contrôle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez des déficits reportables, qu'ils soient utilisés ou non sur les exercices non prescrits, l'administration a la possibilité de contrôler les exercices. Pardon, je suis allé un peu vite. L'arrêt métallique, Société Métallique et Agipartner du 17 octobre 2023 porte sur la possibilité d'avoir un transfert des déficits dans le cadre d'une fusion. Donc, comme vous le savez, pour une fusion, tube, scission ou ce type d'opération, vous avez la possibilité d'avoir un transfert des déficits de la société absorbée à la société absorbante, sous condition, et notamment la première condition, c'est d'avoir un agrément. Alors vous avez, comme nous en avions parlé l'an dernier, la possibilité d'avoir une absence d'agrément pour les déficits inférieurs à 200 000 € sous certaines conditions. Et lorsque vous avez des déficits supérieurs à ces 200 000 €, il est nécessaire d'obtenir l'agrément. Le 209.2b prévoit un certain nombre de conditions. L'une de ces conditions, c'est que l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé ne doit pas avoir fait l'objet, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changements significatifs, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre et de volume d'activité. Donc l'idée, c'est que pour avoir l'agrément de transfert des déficits, il faut que l'activité n'ait pas subi de changements significatifs. Il y avait deux questions qui se posaient dans cet arrêt. La première question était, on est dans le cas où les sociétés absorbées et absorbantes ont été placées en redressement judiciaire. Dans le cadre du plan de continuation, le tribunal de commerce a décidé qu'il fallait tuper ces sociétés. Or, l'administration avait refusé justement le transfert des déficits en disant que les sociétés, donc la société absorbante, avait subi une baisse significative de son activité qui constituait un changement d'activité dans le sens où elle avait perdu une forte baisse de son personnel et de son chiffre d'affaires. Et donc, de ce fait, il y avait changement d'activité et donc impossibilité de transférer les déficits. Ce que le Conseil d'État a dit, c'est qu'il fallait bien tenir compte des conditions économiques qui entouraient en fait la réorganisation. En l'occurrence, la baisse du personnel et du CA découlait de la réorganisation donc de l'activité industrielle. L'objectif était de ne garder que les clients rentables afin de maintenir l'activité. En l'occurrence, il s'agissait du secteur de la fonderie qui était en crise en France. Et donc, cette baisse est liée à la baisse d'activité et un recentrage d'activité pour sauvegarder en fait la continuité de l'activité. Donc, la première chose que dit le Conseil d'État, c'est qu'il faut faire une bonne analyse de l'économie et de la situation des sociétés en question. La deuxième question était que, voyant que l'administration avait du mal à lui accorder le transfert des déficits, la société avait demandé de manière subsidiaire, si vous ne me donnez pas l'agrément sur l'ensemble de mes déficits, au moins donnez-la-moi sur la deuxième partie, en fait, une fois que j'ai fait cette grosse réorganisation, parce que j'ai continué à générer des pertes, et pour le coup, là, il n'y a plus de changement d'activité, parce que mon activité avait déjà fortement baissé, et donc, il n'y a plus de changement d'activité après cette période-là. L'administration n'avait pas donné suite à ça, en disant que
À partir du moment où on fait une demande d'agrément, on ne peut pas fractionner cette demande, elle doit être sur son ensemble. Sur les 2 points, donc l'administration a vu sa position être contestée par le Conseil d'État, qui a dit donc il faut bien tenir compte de la situation économique. Et deuxièmement, le texte de loi ne prévoit pas que la demande d'agrément ne peut être fractionnée sur les déficits. Donc il est bien entendu possible, dans le cadre d'une demande d'agrément, de dire je ne demande le transfert d'agrément que pour une partie de mes déficits, parce que je sais que là j'ai eu un changement significatif d'activité, ou même comme au cas d'espèce, si l'administration a du mal à accorder un agrément sur une partie des déficits, dans ce cas-là, on demande de manière subsidiaire uniquement sur une partie qui ne fait pas l'objet de contestation, et dans ce cas-là, on devrait pouvoir avoir cet agrément qui est accordé. Cet arrêt concerne un dispositif assez spécifique qui ne doit pas être familier pour tout le monde. Nous sommes dans le cas des déficits imputables sur une base élargie. Donc on vous a remis le schéma à droite. Vous aviez une ancienne intégration fiscale Direct Énergie qui, suite à l'acquisition et l'absorption par POEO de Direct Énergie, donc vous avez une nouvelle intégration fiscale qui a été créée. Le principe des déficits imputables pour une base élargie est de dire les déficits qui ont été générés au niveau de l'ancien groupe, donc qui ont été transférés dans le cadre de la fusion, ou dans le cadre de, si on est dans une acquisition à plus de 95%, juste de l'intégration de l'ancien groupe à un nouveau groupe, peuvent être imputés sur une base élargie. Cette base élargie, c'est quoi? C'est les bénéfices des sociétés qui étaient membres de l'ancien groupe et qui sont également dans le nouveau groupe. Là, au cas d'espèce, nous avions POEO qui avait absorbé Direct Énergie, et la question qui se posait, c'était est-ce que POEO peut imputer sur les déficits qui ont été transférés par Direct Énergie, peut imputer ces déficits sur son bénéfice propre. Sur son bénéfice propre, oui, elle le peut, car elle a obtenu l'agrément sur le transfert de ses déficits. En revanche, est-ce que son bénéfice peut être inclus dans l'assiette des déficits imputables sur une base élargie? La réponse du Conseil d'État, donc du 9 décembre 2022, est non. POEO n'était pas membre de l'ancienne intégration fiscale dont Direct Énergie était la société mère. En conséquence, elle ne peut bénéficier de l'imputation sur une base élargie. Donc dans ce cas-là, les bénéfices de POEO peuvent être imputés sur les déficits propres de Direct Énergie. Les bénéfices des anciennes sociétés membres de l'intégration fiscale Direct Énergie qui n'existent plus peuvent être imputés sur une base élargie sur les déficits groupes transmis par Direct Énergie. En revanche, aucune imputation du bénéfice de POEO sur les déficits base élargie Direct Énergie. Et bien entendu, si le groupe POEO a des déficits d'ensemble, il y a une possibilité, donc une fois qu'on arrive à la fin, d'avoir une imputation sur les déficits d'ensemble. Et c'en est tout pour aujourd'hui. Nous sommes à peu près dans les temps et ça nous laisse le temps de répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Je sais d'ores et déjà qu'il y avait une question qui nous a été posée un peu plus tôt, si je ne me trompe pas, par rapport aux dividendes et à la quote-part de frais et charges. La question qui nous a été posée, et je vous remercie de préciser si ma compréhension n'est pas la bonne, il nous a été demandé si le Royaume-Uni était inclus dans l'espace économique européen pour la question des dividendes qui peuvent être soumises à une quote-part de frais et charges de 1% versus 5% en principe. Suite au Brexit, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, mais ne bénéficie pas des accords de l'EE. Et donc, les dividendes de source UK sont soumis à une quote-part de frais et charges de 5% depuis la sortie de l'Union européenne. Donc, non, le Royaume-Uni n'est pas inclus dans l'EE, au moins au titre de cette disposition. Et donc, effectivement, vous avez des dividendes d'origine luxembourgeoise, belge ou européenne ou même éventuellement norvégienne qui peuvent bénéficier d'une quote-part de frais et charges de 1%, alors que les dividendes versés de sociétés UK comme US ou comme autres
que UE et Espace économique européen. Dans ce cas-là, imposition 5% de quote-part de frais et charges. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre attention, votre participation et rendez-vous l'année prochaine pour la loi de finances 2025. Merci beaucoup.